Zone Rouge vous est présenté par AMB Magazine. Salut à tous, heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité. Que vous proposez ce soir pour marquer ce 152e numéro de Zone Rouge? Réponse avec le sommaire. À quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, course transatlantique en tandem qui relie le Havre à la Martinique, le skipper guadeloupéen Rodolphe Sefo a expliqué le choix désormais de la kit-car des voiliers l'IMOCA. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette machine taillée pour affronter le Vendée Globe? Rodolphe Sefo, enfin technicien, dévoile les atouts en exclusivité pour Zone Rouge. Il est certainement le pilote qui a le plus laissé son empreinte sur la course de côte des deux mamelles. Pourquoi cette épreuve est-elle aussi prisée? Qu'est-ce qui fait sa notoriété? Il y a 2 ans, le champion Max Berville nous dévoilait les secrets d'une épreuve côte unique en son genre. Explication en immersion devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Il a déjà participé à 3 reprises à cette mythique transatlantique, la route du Rhum, et vise plus que jamais le Vendée Globe en 2024. De qui s'agit-il? Du Guadeloupéen Rodolphe Sefo, aujourd'hui plus qu'un skipper, mais un pilote de course, car il a désormais entre les mains une véritable machine de compétition appelée IMOCA. Quelles sont les spécificités de ces engins taillés pour performer et quel est le programme du pilote-skipper? Réponse avec notre expert du large et du solitaire Rodolphe Sefo. Rodolphe Sefo, c'est notre portrait de la semaine. Rodolphe Sefo, bonjour. Bonjour. À l'instant je parle, Rodolphe, comment vas-tu? Je vais très bien, un petit peu stressé, mais c'est normal, hein, on est à la veille du départ de la Transat Jacques Vabre. Mais voilà, comme tous les sportifs, je commence à rentrer dans ma bulle, donc concentré dessus. Alors Rodolphe, plus besoin de te présenter, hein, pointure de la voile guadeloupéenne, participant de la route du Rhum à plusieurs reprises, avec aujourd'hui un objectif, le Vendée Globe en 2024. On va donc parler voile, mais surtout de mécanique, car on le rappelle, la voile est un sport mécanique. Comment peut-on expliquer justement aux téléspectateurs que la voile est un sport mécanique? Aujourd'hui, le parallèle il est très rapidement fait entre la voile et l'automobile, par exemple, où on utilise les mêmes technologies qu'on a sur les voitures de course les plus rapides, comme les Formule 1, sur nos bateaux. Entre la fibre de carbone qui est omniprésente pour la fabrication du bateau, mais aussi des voiles, et toute l'électronique embarquée qui vont nous permettre d'être hyper performants et hyper connectés avec la Terre. Rodolphe, ça veut dire que tu es skipper. Aujourd'hui, avec les bolides des temps modernes, garde-t-on le terme de skipper ou carrément de pilote de monture extrême? Oh, c'est vrai que c'est bien dit. Après, on reste quand même skipper puisque c'est la dénomination du métier, de l'activité. Mais c'est vrai que, et surtout aujourd'hui avec nos bateaux qui volent à monter sur foil, on passe très rapidement de skipper à pilote. Et en plus avec une petite météo capricieuse, c'est vrai qu'on est amené à faire quelques figures de haute voltige. Donc oui, c'est vrai que ça s'apparente beaucoup à du pilotage en fait. Rodolphe, on rappelle, on connaît les multis, appelés Formule 1 de la mer. L'IMOCA, qui est ta nouvelle monture, n'est-elle pas déjà une Formule 1 des mers? Mais tout d'abord,
Qu'est-ce qu'un IMOCA? Alors, un IMOCA, c'est un monocoque de 18 mètres. Donc, l'IMOCA, en fait, c'est le bateau du Vendée Globe. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. C'est des bateaux transocéaniques qui sont faits pour couvrir de longues distances assez rapidement. C'est vrai que ce ne sont pas les plus rapides, puisqu'on a encore la catégorie au-dessus, les ultimes, qui sont extrêmement rapides. Mais l'IMOCA, ça reste quand même le roi des mers, le bateau qui est fait pour tout affronter. Est-ce qu'on peut quand même parler de l'IMOCA en tant que Formule 1 des mers? On peut parler, on va dire, d'une formule rapide, pas forcément une Formule 1, puisque voilà, ce ne sont pas les plus rapides, mais ça reste quand même des bateaux extrêmement rapides, extrêmement puissants, surtout quand on est amené à les manier en solitaire. Rodolphe, pour qu'on comprenne bien, quels sont les chiffres que tu peux nous donner pour démontrer que c'est une véritable machine? La longueur, la largeur, vitesse de pointe par exemple? Alors, donc, comme je disais, des bateaux de 18 mètres de long, donc déjà ça commence à être assez grand pour un seul bonhomme, avec un mât qui culmine à plus de 33 mètres de haut, plus de 700 mètres carrés de voilure au portant, avec des vitesses en pointe au-delà des 30 nœuds. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à faire des bateaux assez rapides et du coup assez physique. L'engagement physique est quand même bien présent pour mener les bateaux et déjà pour ne pas se blesser à bord, pour éviter la casse et pour mener le bateau au maximum de son potentiel. Alors, quand on passe de classe 40 à un IMOCA, on passe d'une voiture de rallye de championnat de France à une voiture de championnat du monde, ces fameuses WRC. On peut faire un peu ce comparatif? Alors, on peut faire ce comparatif, c'est exactement ça. Donc, j'ai navigué pendant de nombreuses années en classe 40, qui était déjà un bateau que je trouvais à l'époque puissant et rapide. La preuve, on voit comment il performe sur des courses comme la Route du Rhum. Et c'est vrai que ce passage aujourd'hui en IMOCA a tout multiplié par 10. Le bateau est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Comme je disais tout à l'heure, l'engagement physique, il est beaucoup plus intense et effectivement, on est beaucoup plus rapidement à destination. Qu'est-ce que ça demande concrètement de plus pour un skipper de piloter un IMOCA? Une préparation physique optimisée ou une philosophie de course également optimisée? Alors les deux du coup sur ce nouveau bateau j'ai dû complètement revoir mon principe de préparation physique, puisqu'on a des nouveaux systèmes qu'on n'a pas sur les classes 40 tels que les moulins à café. Donc les moulins à café nous permettent en fait de régler les voiles et donc du coup les postures ne sont pas les mêmes. Aussi on est sur un bateau beaucoup plus rapide, donc pareil, ne serait-ce que se tenir debout ou se déplacer, on ne fait pas les mêmes efforts. Donc aussi on a dû vraiment adapter la préparation physique à ça. Et c'est vrai que la philosophie de course en elle-même, elle est complètement différente, puisque la moindre manœuvre qu'on va faire sur un IMOCA, on est parti pour entre 1 et 3 heures. Là où en classe 40, c'était plutôt du 20 à 30 minutes. Donc c'est vrai que là, on réfléchit aussi à faire le moins de manœuvres possible, ou en tout cas, quand on s'engage sur une manœuvre, à être sûr qu'elle soit bien coordonnée, bien pensée, bien organisée pour éviter justement d'avoir de la casse sur ce type de prestations. Qu'est-ce qui séduit en priorité sur un IMOCA? Moi, ce qui m'a séduit, en fait, ce qui m'a donné envie de passer sur ce type de bateau, c'était déjà l'idée, ce rêve, je veux dire presque un peu fou, d'être le premier Guadeloupéen à participer au Vendée Globe, puisque c'est le seul bateau, cette seule catégorie de bateaux qui participe à cette course mythique. Et ensuite, c'est vrai que ce sont des bateaux quand même hyper racés, hyper agressifs, avec des grandes voiles, avec des grands foils. C'est la démesure, en fait. Donc c'est vrai que ça m'a séduit et c'était aussi quelque part le cheminement classique pour moi d'avoir commencé sur des petits bateaux à voile 44 à l'époque et en fait d'avoir fait mes armes au fur et à mesure, et pour moi de terminer sur ce type de bateau, c'est en fait j'aurais respecté entre guillemets l'échelle classique. L'IMOCA, c'est un bateau que tu as connu en étant en tandem. Si on t'avait donné la possibilité de le faire en solo, est-ce que ça aurait été possible? Alors oui, ça aurait été possible, bien sûr, puisque derrière, on est en solo ou en tandem sur le bateau, mais on est quand même encadré par une grosse équipe. Et encore plus quand on est sur ce type de bateau, on peut vraiment rien faire seul. Donc on a quand même pas mal de techniciens, de préparateurs, d'entraîneurs qui nous encadrent quand on n'est pas en course en solitaire. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour moi de commencer en double, notamment avec Arnaud Boissière. C'est quand même le recordman du nombre de Vendée Globe. C'est un marin qui est
extraordinaire, on va dire, pour ses qualités de marin, ses qualités humaines. Donc c'est vrai que ça me rassure aussi de commencer avec lui, d'être encadré. Et parce que ce qui est surtout important dans ma philosophie, c'est que l'expérience est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Donc prendre des raccourcis, comme de naviguer avec un marin expérimenté, c'est toujours très bon à prendre pour moi. Tu as donc navigué avec la bête, la Micaline, pour le défi Azimut, bientôt la Jacques Vabre. Hâte d'être à bord? Hâte d'être à bord, oui. De toute façon, moi, dès que je suis à terre, je ne suis pas très bien. Donc, hâte d'être sur l'eau, simplement. Hâte encore d'être à bord, puisque j'ai encore beaucoup de milles, beaucoup d'heures à passer à bord du bateau avant d'affronter déjà la route du Rhum, qui va être une étape clé à mon projet, et de me permettre de me qualifier, puisque tous les milles qu'on va faire à bord vont nous permettre de nous différencier par rapport aux autres projets IMOCA, puisqu'on va quand même être nombreux. Pour la première fois de l'histoire, ils ont ouvert 40 places et il y a plus de 60 projets. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque mille va coûter cher, chaque mille va être important. Donc oui, hâte d'être à bord. Ça veut dire qu'il faut oublier, quand on est à bord de ce type de bateau, il faut oublier les automatismes du classe 40? Exactement, c'est carrément une autre façon de naviguer, il faut oublier ces automatismes. C'est pour ça aussi que c'était très intéressant de commencer en double, puisque Arnaud Boissière, ça fait très longtemps qu'il fait de l'IMOCA, donc il va aussi me permettre de gommer, de trouver de nouveaux raccourcis, de gommer d'anciennes façons de fonctionner, et surtout en fait de trouver véritablement mes postures, ma place sur le bateau, entre guillemets les petites ficelles qui vont faire accélérer le bateau et le pousser au maximum de son potentiel. Rodolphe, route du Rhum en 2022, quand on a piloté ce genre d'engin, on se donne quoi concrètement comme objectif? Objectif sur la route du Rhum, après c'est toujours délicat puisqu'il y a toujours des bateaux bien plus rapides, des équipages mieux entraînés, des équipes meilleures que nous, mais l'objectif ça va être de faire une très belle route du Rhum. Là je pars encore une fois le couteau entre les dents, et puis un petit top 10, ça, je serais vraiment très content. Nouveau challenge, c'est dans la philosophie ça de Rodolphe Seffo. Exact. Tu sais que je suis un homme de challenge et en fait c'est pour moi très important encore une fois de montrer que nous, skippers guadeloupéens, on est capable de continuer à progresser, ne pas forcément se limiter à une catégorie ou à une autre, mais qu'on est capable de toucher un petit peu à tout et qu'en matière de course au large, on est aussi présent. On dit Guadeloupe terre de champions, mais c'est aussi mer de champions. Sur l'IMOCA, c'est la vitesse que l'on recherche qui est la nouvelle adrénaline? La vitesse, cette sensation de puissance qui est quand même démentielle. Après, c'est vrai que la vitesse, c'est assez grisant, comme sur tous les engins. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on parle de sport technologique, et de sport technologique. Donc c'est vrai que la vitesse, c'est très grisant, c'est ce qu'on va rechercher, d'être rapide tout le temps et d'être plus rapide que les autres, encore mieux. Ça demande finalement d'être encore plus prudent? Ça demande d'être encore plus prudent, oui et non. Oui et non, parce que forcément, être trop prudent, on ne pousse pas non plus ni le bonhomme ni le bateau au maximum de ses capacités. Maintenant, ça reste quand même, et il ne faut jamais l'oublier, des courses d'endurance. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de prendre des risques inconsidérés, parce que je rappelle qu'on est quand même en mer et que on est loin des secours ou de toute personne qui peut venir nous aider en cas de problème. Donc voilà, il faut à tout moment bien comprendre où on va placer le curseur en fonction des objectifs, mais aussi en fonction de là où on va être positionné dans la course, parce que ça reste une course et l'objectif reste quand même de gagner. Rodolphe, faire l'acquisition de l'IMOCA, c'est surtout pour toi l'ultra projet qu'est le Vendée Globe. Se battre à armes égales, c'est donc le pilote qui fait la différence ou il y a d'autres paramètres? Alors il y a d'autres paramètres, mais le pilote fait déjà grandement la différence. Mais au-delà de ça, la façon dont le projet est monté, le manager du projet fait aussi la différence. C'est vrai que pour un projet guadeloupéen, ce qui va être complètement inédit sur ce paysage, on a voulu, au-delà d'avoir un bateau performant, véritablement créer un engouement, entraîner aussi un maximum de personnes, faire comprendre à des partenaires qu'on avait notre place. Et c'est vrai qu'après, avoir coché toutes ces cases permet de partir serein et donc forcément fait que sur l'eau, le pilote va aussi faire la différence. Rodolphe, tu me donnes l'impression d'un jeune à qui on vient d'offrir une Ferrari. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Comme tous les petits garçons qui ont des posters de voitures de légendes dans leur chambre. Moi, quand j'étais petit, j'avais des posters de justement ce type de bateau, d'IMOCA dans ma chambre. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la première étape de l'accomplissement de mon rêve de large, entre guillemets, d'être sur ce bateau, de l'avoir aussi pour moi, pour nous en Guadeloupe, de pouvoir ramener un bateau comme ça en Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Donc c'est vrai
vrai que voilà, j'ai des étoiles dans les yeux et je suis encore une fois hyper impatient d'être sur l'eau. Rodolphe, as-tu déjà une idée de la façon dont tu vas te jeter dans le bain avec cette machine? On va y aller franchement, hein. Là, il va pas falloir tremper le petit orteil pour prendre la température de l'eau. De toute façon, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. C'est vrai que sur la première course, le défi Azimut, j'ai été accueilli par tous les autres skippers, tous les grands skippers de la classe IMOCA comme étant un des leurs. Donc maintenant, voilà, il va falloir aussi faire honneur à la Guadeloupe, faire honneur à cette classe qui est quand même une classe de prestige. Et de toute façon, ce n'est pas de mon tempérament d'y aller à demi. Rodolphe, est-ce que tu as conscience que la population guadeloupéenne va vraiment suivre le nouveau Rodolphe sur une nouvelle machine? Ils s'attendent à quoi? Un Rodolphe qui est vraiment venu performer cette fois, même si ça a toujours été le cas pour toi. Bien sûr. Alors oui, effectivement, je suis très conscient, même très heureux, très fier que la population guadeloupéenne, que tout le monde se regarde ce projet de près. Effectivement, ils vont voir une autre personne qui gère aussi différemment le projet de façon beaucoup plus professionnelle. Mais là où je suis vraiment fier derrière, c'est que c'est peut-être aussi une façon d'ouvrir la voie pour que d'autres skippers, d'autres jeunes skippers idéalement, puissent aussi ne plus se limiter sur un support ou un autre, mais qui puissent aussi voir que la course au large est un métier à part entière et qu'il y a aussi de l'avenir dans ce métier. Rodolphe, on ne va pas se voiler la face. Monter un tel projet, c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Concrètement, où en es-tu de ton projet? Oui, c'est énormément d'énergie. J'ai dû concilier déjà avec mon activité professionnelle puisque du coup je ne suis pas skipper professionnel. J'ai un travail à côté, donc déjà je remercie de me laisser suffisamment de temps pour monter mon projet. Et ensuite, la plus grosse difficulté, comme dans tous les sports mécaniques, ça va être la recherche de budget. Aujourd'hui, on n'a pas bouclé l'achat du bateau. On est encore en recherche de partenaires. Et après, comme j'ai dit aussi, nous, notre volonté, ça a été aussi de pouvoir transmettre aussi un maximum de Guadeloupéens cet amour de la voile, cet amour de ce sport. Donc c'est vrai que derrière, en termes de communication, on a voulu faire un travail quand même de fond aussi pour démocratiser la mer, encore une fois, hein, dans toutes ces énergies, qu'on voit émerger en Guadeloupe. Donc oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais on est fiers et peu importe le résultat, on sera quand même fiers d'avoir engagé ce travail. Rodolphe, quand on dit Vendée Globe, tu en fais des rêves ou tu en fais des cauchemars parfois? J'en fais des rêves et des cauchemars, mais non, ça restera toujours un rêve, peu importe, encore une fois, comme j'ai dit, le résultat, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, qu'on termine ou qu'on termine pas, c'est un rêve pour moi, c'est un rêve déjà que j'ai depuis petit, et c'est un rêve aujourd'hui que je souhaite partager aussi, encore une fois, tu l'as compris que moi, je veux surtout partager ce type d'aventure, puisqu'on a vie seule sur l'eau, mais derrière aussi, aujourd'hui, c'est aussi de faire vivre ça aux gens. Donc oui, ça fait peur. Mais en même temps, c'est parce que ça fait peur qu'on y va. Est-ce que c'est pas justement dans cette peur qui cautionne l'adrénaline qu'on recherche? Exact. Exact, mais c'est pas du tout une peur qui me bloque en tout cas, c'est une peur au contraire qui me donne encore plus envie de me dépasser, encore plus envie d'aller chercher des moyens peut-être que je ne soupçonnais pas avoir en moi pour y arriver. Donc au contraire, c'est une bonne peur et encore, il faut me faire peur pour que je puisse continuer à travailler et je l'espère être au départ du Vendée Globe en 2024. Quand tu vois les images du dernier Vendée Globe, quand tu vois ces bêtes qui volent, qui fendent l'eau, tu te dis putain, c'est des belles machines. Je me dis, ce sont de belles machines et bientôt, ce sera aussi mon tour. Bientôt, je serai sur ces belles images. La Guadeloupe sera représentée sur ces belles images. Rodolphe, un mot pour conclure. Merci à tous déjà. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de le dire. Parce qu'on est nous, skippers, un peu plongés la tête dans la performance. Mais déjà, merci à tous les Guadeloupéens de suivre ce projet. Merci aux médias de continuer à nous permettre de nous exprimer comme je le fais aujourd'hui. Parce que sans ça, on n'aurait pas non plus de partenaires qui auraient confiance en nous. Merci aux partenaires aussi d'avoir confiance en nous et de nous permettre de continuer ce type d'aventure. Donc, comme toujours, la première chose, ce sera toujours pour moi de dire merci. Rodolphe, merci d'avoir accepté cette invitation. On te souhaite bonne chance pour tes projets. On te dit à bientôt. À bientôt sur l'eau. Merci Rodolphe.
Dans 4 jours exactement se déroulera l'incontournable épreuve de la montagne, la célèbre course de côte des Mamelles. Qui y a inscrit le plus cette épreuve à son palmarès autre que Max Berville? Max Berville lui-même, souvenez-vous, en 2019, nous avions rencontré l'octuple champion de la Guadeloupe. Course de côte des Mamelles, focus sur une épreuve certainement la plus prisée des pilotes. Si la course de côte des Mamelles, unique épreuve montagne nationale, fait le bonheur des pilotes à l'unanimité, elle a permis également à une élite d'une autre époque de marquer de son empreinte une belle histoire du sport automobile. Max Berville, 8 fois champion de la Guadeloupe, grande mémoire bien vivante et en forme, rappelle qu'ici, sur un tracé ô combien mythique, de grands moments s'y sont déroulés. De quoi vous donner la chair de poule, tellement le pilote en parle, avec une émotion palpable dans la voix. C'est une course de côte mythique. C'est d'ailleurs une des premières épreuves du sport automobile en Guadeloupe, à l'époque avec Jean-Pierre Boisneuf, à la tête de l'association. Il n'y avait pas encore la ZAG et c'est un tracé mythique. Donc aujourd'hui, la course de côte des Mamelles est classée, c'est la seule course de côte en national. Un très beau tracé. Donc c'est une belle histoire d'amour. Je l'ai gagnée plusieurs fois, j'ai eu la chance de remporter cette course de côte. Et il y a une histoire particulière parce que ma première victoire ici avec la Renault 5 Turbo Cévennes, 2 jours avant la course, j'ai cassé mon moteur en essai et donc tous les espoirs de participer étaient vains. Et nous sommes partis en Martinique chercher un moteur, démonter un moteur sur une R5 Turbo de Martinique d'un ami qui a bien voulu passer le moteur, revenir en Guadeloupe avec rapidement, le remonter. On a travaillé tout le samedi soir pour être présent au parc le dimanche à 5 h et gagner la course. Donc c'est des souvenirs effectivement. Non, on la gère différemment parce qu'il faut être vraiment à fond dès le départ, depuis le top du départ jusqu'à l'arrivée. C'est un tracé assez rapide qui fait la part belle aux techniciens, à ceux qui auront vraiment la science de la trajectoire, mais ceux aussi qui auront un gros cœur. Le sens de la trajectoire, un gros cœur, Max le Magnifique, comme l'ont surnommé beaucoup d'hommes de médias, a évoqué là 2 valeurs essentielles pour performer aux Mamelles. Max Berville affirme et confirme. Démonstration et leçon de pilotage, le pilote n'a rien perdu de son doigté, encore moins de son sens de l'attaque. Donc c'est une courbe qui se négocie bien en trajectoire. Et la plus délicate, c'est celle-ci, où il faut freiner, même si on veut freiner un peu plus tard, freiner un peu plus tôt parce qu'il y a une petite bosse qui déleste la voiture de façon à négocier ce virage, ressortir large. Justement, on atteint des vitesses, certainement la seule course de côte où on atteint des vitesses vertigineuses. Absolument. Avec la 306 Maxi, je prenais 220 dans la montée, puisqu'on mettait je mettais la 7. Voilà. On arrive comme ça. Pour ressortir le plus vite possible de cette courbe. Donc on va sauter à la corde ici. Et toute cette partie, c'est à fond. À fond, c'est le maestro qui le dit, cardiaque donc s'abstenir, car il y a surtout l'autre difficulté qui fait le charme du circuit, le passage aux eaux. À vous donner froid dans le dos, Max Berville, là encore, a la solution. De tout ce tracé. Ligne droite. Ligne droite. Pas trop de mouvement de volant. Ici, hop, on ressort ici. Tout ça, ça se passe à fond. C'est un des passages, il faut vraiment avoir le cœur accroché et qui laisse peu de part à l'improvisation parce qu'en cas de sortie de route, ça risque de faire très mal. Zone rouge, c'est terminé. Merci d'être resté en notre compagnie. Prudence sur les routes. Dimanche, la course de côte des Mamelles au programme dans le respect des règles sanitaires. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par AMB Magazine.